Tout pour investir. Tout pour votre argent. Et oui, et donc c'est tous pour notre argent. Je suis bien entourée. Ce matin, Stéphane Van Nuffel de Net Investissement est resté. Et oui. T'es un peu abonné à la chaîne aujourd'hui, parce que c'était déjà chez Dose, chez Nicolas. Voilà. Pas pour rien. Faut monter en compétence, Stéphane, au fil des heures. Vous en plaignez, voilà. Chère Lorraine, c'est ça, je le prends mal. Nous sommes rejoints par Charlotte Tamer. Bonjour Charlotte. Bonjour Lorraine. Directrice conseil chez Yomoni. Et puis c'est jeudi, Alexandre Leng de Tudigo est là. Bonjour Alexandre. Bonjour Lorraine. Justement, on parle beaucoup de résultats, on parle beaucoup de bourse depuis le début de l'émission. C'est normal, période de publication oblige. Quand on est investisseur particulier, quand on est épargnant, boursicoteur, qu'on nous écoute là comme ça sur BFM Business, quels sont les conseils, les mots d'ordre qu'on peut donner sur une journée comme ça? Est-ce que c'est le moment de chambouler son portefeuille d'investissement? D'abord, vous savez que la proportion d'épargnants boursicoteurs qui vont directement sur du titre vif et de l'action en France, alors heureusement, malheureusement, elle est très 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 faible. Donc je leur dis, c'est pas ma clientèle à moi, parce que moi je fais plutôt du conseil en gestion de patrimoine, mais il est évident que ça n'est pas parce qu'il y a une annonce d'un résultat à un moment donné de l'année qu'il faut paniquer, a fortiori sur tous les noms que vous avez listés depuis tout à l'heure. On rappelle évidemment que l'investissement boursier reste un investissement où qu'il faut regarder à long terme. Alors il est évident après derrière que lorsque l'on conseille des épargnants et qu'ils travaillent sur des OPCVM, donc des fonds, des SICAV, etc., ils ont plus de tranquillité sur ce genre d'annonce, puisqu'en général, à l'intérieur de l'unité de compte qu'ils ont choisie, il y a plusieurs de ces valeurs et que les gérants de ces fonds vont pouvoir leur apporter des analyses pour temporiser leur panique. Voilà. Là, vraiment le vrai sujet, c'est quel que soit le résultat, alors sauf catastrophe absolue, on n'arbitre pas comme ça à toute vitesse, sauf si on est un vrai spécialiste. Et malheureusement, c'est un vrai métier, donc c'est pas pour tout le monde. Donc je pense que l'épargnant boursicoteur, et je mets des guillemets pour ceux qui ne voient pas, il faut qu'il garde la tête froide, toujours. Et oui, parce que vous nous parliez, Stéphane, de cette épargne financière des Français qui est explosée, presque plus 400%, 390%, d'après une étude BPCE. Notre épargne financière qui augmente, ça nous oblige à avoir une culture financière qui s'augmente aussi, Charlotte. Oui, alors oui et non, parce que ça nous oblige à nous intéresser un peu plus au sujet. Après, comme on le disait juste avant, c'est un métier à part. L'investissement en lui-même, l'investissement financier est un métier à part. Donc oui, ça oblige de s'informer, savoir ce qu'on est en train de faire, et c'est plutôt une bonne chose de savoir ce qu'on est en train de faire, surtout quand on est en train de placer son argent. Mais ensuite, il y a de plus en plus de mandats de gestion, de possibilités de déléguer ça à des professionnels pour des sommes de plus en plus, pour des portefeuilles de plus en plus accessibles. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on trouve du mandat de gestion pour 500 ou pour 1000 euros, ce qui n'était pas le cas il y a encore 5-10 ans. Donc c'est plutôt bénéficiable à tous. Alexandre, le mot de la fin sur ce sujet. Le mot de la fin. Je pense que c'est une très bonne chose que l'épargne financière des Français augmente, que les Français mettent de côté une épargne de précaution. C'est le prérequis pour pouvoir ensuite évoluer sur des actifs financiers plus risqués et qui demandent aussi d'être un peu plus éduqués. Mais c'est la base. Et donc je pense que c'est une excellente chose. Le livret A et les taux de cette année ont peut-être aidé. Le besoin aussi de mettre de l'argent de côté pour faire face à l'inflation, aux différentes difficultés, aussi les a poussés. Mais nous, ce qu'on voit également en parallèle, c'est que les Français s'intéressent de plus en plus aux différents types d'investissements, à la bourse, mais également au non-coté. Et je pense que ça, c'est une excellente nouvelle. Bon, la question, c'est est-ce qu'on gagne assez, finalement, pour épargner et ultimement investir? Vous avez travaillé sur ça chez Yomoni, Charlotte, racontez-nous. Oui, on a fait un sondage chez un peu plus de 3000 personnes et le résultat est un peu sans appel. 50% de toutes les classes sociales professionnelles confondues, un peu plus de 50% estiment ne pas gagner assez. Voilà, et en fait... Donc salariés, population salariée ou non, tout salariés, c'est les artisans, c'est les commerçants, les ouvriers, donc c'est vraiment toutes les classes sociales professionnelles confondues. Donc j'ai les chefs d'entreprise, les agriculteurs, les ouvriers, les cadres supérieurs et les professions intellectuelles. Donc on entend par là les médecins, etc. Et donc tout le monde estime, enfin plus de la moitié estiment ne pas gagner assez d'argent pour pouvoir épargner. Et quand on leur pose ensuite la question de savoir qu'est-ce qui vous manque en fait pour pouvoir épargner, au final on se rend compte que c'est plutôt de l'ordre peut-être de l'accessible, puisque pour une grande majorité d'entre eux, alors plutôt côté ouvriers, agriculteurs, commerçants, ils estiment avoir besoin de 500 euros en plus par mois pour pouvoir épargner. Et quant au reste des catégories socio-professionnelles, estiment avoir besoin entre 600 et 1000 euros pour pouvoir épargner mensuellement et régulièrement.
c'est ce qui leur manque dans leur budget mensuel pour pouvoir dégager à l'intérieur de cette enveloppe une plus petite enveloppe d'épargne. C'est ça. C'est pas... Alexandre, ça vous inspire quoi? Ça m'inspire que dans les 10 dernières années, le salaire n'a pas beaucoup évolué. En revanche, la valeur des actifs, et donc qui a bénéficié à ceux qui ont investi, elle, oui, a très fortement évolué. Donc en fait, pour quelqu'un qui souhaite investir aujourd'hui dans quelque chose qui est dans le bien équivalent à celui d'il y a 10 ans, ça coûte plus d'argent. Donc j'ai envie de dire, pour épargner, en fait, il faut commencer à épargner et travailler son budget de telle sorte qu'on puisse mettre de côté et pouvoir faire les premiers investissements, peut-être en leverageant de la dette bancaire, par exemple. Stéphane? Il y a toujours ce paradoxe chez les Français, parce que j'ai lu l'étude de Giovanni qui est très intéressante. Vous avez lu beaucoup d'études pour venir aujourd'hui? Surtout, c'est que celle-là, elle m'intéressait parce qu'en fait, je voulais regarder les disparités. Parce qu'évidemment, les gens qui ont les salaires les plus faibles, ils ne se posent pas la question en fait, de l'épargne. Donc là, on n'est même pas sur des pourcents très faibles. Ils n'ont pas les moyens. Zéro, ouais. Donc ça, c'est la vraie inquiétude. Mais même ceux qui gagnent beaucoup d'argent vont demander des centaines d'euros en plus pour pouvoir épargner. Et pour autant, on sait qu'en France, on est à 15% de taux d'épargne moyen des Français. On sait qu'on est champion de l'épargne en Europe. En Europe, pour les femmes. En sachant que les cadres qui dépassent grosso modo les 60-70 000 euros de revenus, donc c'est assez élevé, épargnent jusqu'à 30%. C'est-à-dire que là, on a un paradoxe quand on interroge les gens avec leurs sensations et ce qui se passe en vrai. Et surtout, la question après, derrière, c'est où va cette épargne? Et on en parlait un tout petit peu tout à l'heure. Évidemment, sur l'assurance vie, sur les livrets conventionnés. Donc ça, c'est déjà très intéressant. Un peu sur l'épargne retraite. De moins en moins vers les OPCVM. De moins en moins. Mais surtout, ce qui est très intéressant, c'est que dans cette optique de ils n'ont pas l'impression d'eux, il y a quand même 800 milliards Lorraine aujourd'hui sur les comptes courants. Donc il y a quand même 800 milliards qui dorment sur les comptes courants des Français. 800 milliards, c'est près de 2 fois l'encours de l'assurance vie. Non, l'assurance vie, c'est 1800 milliards. Non, alors attendez, il faut faire un ratio. Excusez-moi, je dis n'importe quoi. C'est 35% de l'encours global de l'assurance vie. Donc 800 milliards, c'est 100 milliards. L'argent liquide sur les comptes, c'est un gros tiers. C'est 100 milliards de moins que les livrets A et les LDDB. Vous voyez, la deuxième poche après l'assurance vie, c'est les livrets conventionnés. En gros, livret A et livret de développement durable et solidaire. Et juste après, vous avez 778 milliards exactement actuellement sur les comptes courants. Alors, c'est de l'argent qui fluctue, mais vous vous dites, il y a quand même encore un paradoxe incroyable où les gens ont tous 3, 4, 5 000 euros qui dorment sur le compte courant. Après, je pense que le compte courant n'est pas considéré... Enfin, clairement, autant il y a une confusion clairement chez l'épargnant français entre le livret et l'investissement financier. On joue sur les mots, mais il y a quand même une différence fondamentale dans la performance. On est tous d'accord là-dessus. Autant je pense que le compte courant, les gens n'ont pas l'impression d'épargner en étant sur leur compte courant. Voilà. C'est pour ça que c'est peut-être ce qui ressort dans ce sondage. Pour reprendre l'étude, ils sont peut-être là, les 400, 500 euros qui leur manquent par mois. Ils dorment sur leur compte courant. On a une autre contradiction dans le sondage, qui est de dire, au final, les gens disent manquer. Alors, on dit 500 euros, 1000 euros, comme ça, c'est pas beaucoup, mais c'est quand même assez colossal. Après, quand on va au cas par cas, on se rend compte aussi quand on leur demande quel salaire ils aimeraient gagner ou ils estiment approprié. En fait, on est entre 4 000 et 9 000 euros en fonction des catégories socio-professionnelles, alors que le salaire médian en France est de 2 000 euros par mois. L'artisan, il aimerait avoir 9 000. 4 000. Je trouvais ça génial. Alors, oui, l'artisan aimerait avoir 9 000. Alors, il est optimiste. Il est aussi avec le chef d'entreprise. Évidemment. Mais qui ont tous les deux une trésor perso et pro très connectés. Enfin, c'est des rémunérations énormes, même pour des chefs d'entreprise et des artisans. Oui, parce que le salaire médian, sur 2023, était quand même de 2 000 euros. Donc, quand on voit que de l'ouvrier à la profession intellectuelle et sans classement de notre part, on est plutôt de l'ordre de 2 000 euros. Eux estiment devoir être entre 4 000 et 9 000. Donc, on est x2, x3, x4 et un peu plus x4,5 en fait du salaire médian français. Bon, voilà toutes les contradictions qui font ce qu'on est. Une petite réaction aussi sur la place de l'immobilier, parce que depuis tout à l'heure, on parle d'épargne, on parle de placement, mais Stéphane, vous nous rappeliez l'importance que l'immobilier revêt à nos yeux et d'ailleurs dans nos portefeuilles. Est-ce que le fait qu'on ait autant d'argent qui traîne sur les comptes courants est un problème pour l'achat immobilier ? Oui et non, parce que, alors là, rien à voir, mais on a observé, nous, là, par exemple, qu'il y avait depuis quelques années, finalement, un ruissellement démographique vers l'acquéreur immobilier. Et que, évidemment, ces derniers temps, avec la hausse des taux, finalement, les soixantenaires, qui ne sont pas forcément ceux qui achètent pour la première fois, ont plus de facilité à acheter, alors qu'on sait que sur un emprunt, l'assurance, pour quelqu'un qui est plus âgé, peut coûter cher, peut être compliqué pour l'obtenir. Sauf que comme ils ont
des liquidités, parce qu'évidemment, hein, les 778 milliards sur les comptes courants, c'est pas sur ceux des 25 ans, malheureusement. Et forcément, il y a cette espèce de ruissellement démographique en une dizaine d'années, où il y a 10 ans, ça représentait à peine 10%, et aujourd'hui, ça représente 23% des acquisitions, sans parler plus de 60 ans, donc ça a doublé en 10 ans. C'est bien la preuve que cette épargne, elle doit être disponible et elle doit servir à quelque chose. Peut-être qu'en ce moment, elle aurait cet intérêt. Maintenant, je mets juste le doigt sur quelque chose auquel vous me faites penser, Lorraine. Les Français, par exemple, dans la culture, et je les rencontre tous les jours, mais je pense que mes camarades aussi, ils oublient que la première chose qu'ils épargnent, leur première épargne, et je ne sais pas si dans le sondage on a essayé d'aller chercher ça, c'est de rembourser sa résidence principale. Donc le capital qu'on amortit dans sa mensualité, la rembourser ou de payer un loyer. c'est de l'épargne. Le loyer, quelque part, c'est les intérêts que vous payez, parce que finalement, c'est à fond perdu si on le compare avec des loyers. En revanche, on capitalise au travers de sa résidence principale, c'est toute la différence entre être locataire et propriétaire. C'est une façon d'épargner. C'est un investissement, c'est toujours la question de rhétorique, quelle est la différence entre un investissement et une épargne. Mais en tout cas, les Français peut-être oublient ça, et si on ajoutait aux 14,9% du taux moyen d'épargne des Françaises qui mettent dans la résidence principale, autant vous dire que là, on serait les champions du monde, toute catégorie de l'épargne. Bon, voilà le portrait qu'on pouvait faire de nous Français, entre notre épargne financière qui grossit, notre amour de l'immobilier et puis, bon, un petit mot de notre réticence, non, pas de notre réticence, de notre esprit critique vis-à-vis de nos impôts. Hein, c'est un métier, c'est un sport national, je vais dire ça comme ça. Trop élevé et mal utilisé, et les Français sont très sévères vis-à-vis de leurs impôts. Je vous renvoie à cette étude assez intéressante du Conseil des prélèvements obligatoires. Oui, ça existe. Pareil sur les cotisations sociales. On en a parlé avec vous, cher Stéphane Van Nuffel. Merci beaucoup pour cette revue de presse. Stéphane de l'équipe de Net Investissement. Charlotte Tamer, étude aussi à retrouver sur les plateformes de YoMoney. Tout à fait. Pour savoir si on gagne assez, si vous gagnez assez pour épargner et donc investir. Et Alexandre Leng de Tudigo. Good Morning Business.